Alors, dernier item sur les tumeurs vésicales, comprendre l'histologie, l'épidémiologie et facteurs de risque des tumeurs de la vessie. Faire le diagnostic et le bilan d'extension. Donc, on va parler d'abord du diagnostic positif. Euh, on a une hématurie, c'est le chapitre sur l'hématurie, vous avez déjà la réponse, le CBU, plus que bandelette urinaire, cystoscopie et cytologie. Et puis la discussion entre échographie rénale et vésicale et l'uroscanner. Comme je l'ai indiqué dans la situation clinique, il ne faut pas hésiter à faire une cystoscopie, même quand on a un signe relativement évident de polype dans la vessie. Alors si on a vraiment une très grosse tumeur, effectivement, on partira d'emblée en général sur une intervention, mais il faut avoir ce réflexe de vérifier quand même en cystoscopie qu'on n'a pas des faux positifs de ces deux examens. L'IRM n'est pas indiqué dans le livre du collège. Elle peut se discuter du IRM si on a une insuffisance rénale majeure. La cystoscopie, l'avantage c'est qu'elle est faisable en consultation sous anesthésie locale, elle est peu coûteuse, elle va redresser les faux positifs de l'échographie, du scanner, elle permet des diagnostics différentiels comme ici une lithiase vésicale, ça peut vraiment ressembler beaucoup à une tumeur de vessie, notamment si on a une IRM, en fait rien ne peut distinguer facilement un polype d'une lithiase en IRM. Et donc, voilà, ça peut être intéressant et ça peut être la cystoscopie qui redresse le diagnostic. On la complète systématiquement par une cytologie urinaire, idéalement sur les urines du matin, avec un intérêt pour le CIS notamment, mais la normalité de la cytologie n'exclut pas le diagnostic de tumeur de vessie. Le traitement, c'est comme vous pouvez le voir ici, c'est la résection endourétrale du polype vésical qui va permettre à la fois le diagnostic histologique et le premier temps du traitement. Si on est sur une tumeur vésicale qui n'envahit pas le muscle, ce sera parfois le seul traitement que le patient pourra avoir. Idéalement, il faut recueillir du muscle vésical pour être capable de stadifier la lésion et essayer chaque fois que possible de faire une résection macroscopiquement complète. Ce n'est pas toujours possible lors de la première intervention, auquel cas il faut l'expliquer au patient, le prévenir du fait qu'on a l'impression qu'on a laissé un petit peu de lésion et qu'on sera obligé de planifier une deuxième intervention. Alors, grâce à ces prélèvements histologiques, on va être capable de classer la tumeur et schématiquement, il y a deux grandes familles, comme on a commencé à le voir. Les tumeurs qui n'envahissent pas le muscle, donc qui sont de ce côté-là de la classification TNM, et puis les tumeurs qui infiltrent le muscle à partir du PT2, qui n'ont pas du tout évidemment le même pronostic. En ce qui concerne le grade tumoral, on a schématiquement le bas grade, le haut grade, voilà, c'est la classification entre ces deux-là. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que même les tumeurs de bas grade sont étiquetées carcinome urothélial. Et on explique bien aux patients, puisque ces tumeurs-là peuvent évoluer par la suite et récidiver et aller vers des formes plus agressives, qu'on est bien devant un cancer, mais c'est un cancer qui est peu agressif, qui a un peu le même comportement que des cancers cutanés banaux, on va dire, mais qu'il faut absolument surveiller pour être sûr qu'ils n'évoluent pas de façon défavorable. Donc cette notion de surveillance, il est important d'en faire la pédagogie auprès des patients et des médecins traitants pour que les patients viennent régulièrement à des consultations de contrôle. Donc c'est quoi l'histoire naturelle des tumeurs de la vessie qui n'infiltrent pas le muscle? Donc ces premières lésions relativement peu agressives, il y a en fait deux risques. C'est le risque qu'elles reviennent et c'est très fréquent, 50% des cas, et ça il faut bien expliquer aux patients, puisque c'est un petit peu comme les verrues, c'est quelque chose qui est très difficile à traiter. Alors on a des traitements sur le détail desquels je ne reviendrai pas puisqu'ils ne sont pas au programme de l'ECM. De la même façon, les chiffres que je vous donne ici sont indicatifs et ne sont pas mis tels quels dans le livre du collège, donc je ne pense pas qu'on puisse vous les demander, mais il faut bien retenir et bien expliquer aux patients ces deux risques principaux qui expliquent qu'on doive revoir régulièrement le patient pour lui refaire des endoscopies dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'on aura faite initialement. Et bien sûr, on va avoir des facteurs de risque. La présence de PTIS, la présence de PT1 sont des facteurs de mauvais pronostic. Le fait qu'on a des lésions très grosses,
à plusieurs endroits, et puis ensuite la fréquence des récidives vont être des éléments qui vont nous inquiéter et amener parfois de nécessiter à discuter des traitements beaucoup plus agressifs que de simples résections endorétrales de la vessie. On verra à la fin de la présentation que je vous fais ici quelles sont en gros les grandes prises en charge qui peuvent être discutées, mais en sachant que je choisis volontairement de ne pas insister dessus, puisqu'elles ne font pas partie de l'item que vous êtes censé connaître. C'est important d'avoir cette notion d'histoire naturelle, puisque derrière la stratégie des examens complémentaires, c'est simple, c'est qu'en fait, là, on n'a pas de risque de métastase ou d'extension à distance a priori, donc il n'y a pas de bilan d'extension qui est recommandé, on va simplement vérifier que l'ensemble de l'arbre urinaire n'est pas touché, et donc on fera régulièrement un uroscanner. Chez ces patients-là, c'est a priori le seul examen complémentaire qu'il est licite de demander. Pour une tumeur de la vessie qui infiltre le muscle, là, c'est plus du tout la même histoire. On a un risque de dissémination métastatique extrêmement élevé, puis de lésions métastatiques à distance et d'envahissement de voisinage des différents organes qui est très important. Et donc, la stratégie va être de faire systématiquement un scanner. Donc là, je vous reprends cette image en 3 dimensions des différents relais ganglionnaires, les relais obturateurs, les relais iliaques qui vont aller ensuite le long de l'aorte. Aucun risque d'envahissement des ganglions des creux aquinaux. Hein. On est vraiment sur un envahissement des ganglions ilio-obturateurs, puis iliaques communs, et le long de ce trajet jusqu'à l'aorte. Donc c'est vraiment ça qu'on va surveiller dans un premier temps. On va également rechercher une lésion de l'arbre urinaire à la recherche d'une seconde localisation urothéliale, et on va rechercher donc dans les viscères abdominaux et dans le thorax des extensions dans un premier temps. Si ces examens sont normaux, on ne fera rien de plus. Si on a des signes d'appel, si ces examens sont anormaux, alors et seulement alors, on fera une scintigraphie osseuse. Le scanner cérébral peut être discuté en cas de signe d'appel. Je vous remets cette grille sur les objectifs de la réforme du deuxième cycle pour bien insister sur le fait que vous devez connaître l'indication de la résection transurétrale de la vessie, mais vous voyez qu'il n'y a pas tellement d'indication thérapeutique, juste cette notion du fait que la résection transurétrale de vessie peut être éventuellement thérapeutique. Et donc, là, je vous mets cette diapositive pour comprendre un petit peu l'évolution après la résection de vessie des cancers de la vessie, même si on est un petit peu à la limite et sûrement hors de la réforme du deuxième cycle. Je n'ai pas trouvé ces éléments dans le livre du collège, mais je pense que c'est quand même important d'avoir cette notion. On va avoir 2 catégories. Les tumeurs de vessie qui n'envahissent pas le muscle, on va être amené à les surveiller simplement en endoscopie, avec parfois des réponses complètes dès la première résection, parfois nécessité de faire des traitements endoscopiques à répétition. Et dans ce cas-là, on va discuter la possibilité de faire des instillations de produits dans la vessie pour réduire les risques évolutifs comme la mitomycine, le BCG. L'élément important, c'est de bien se rappeler qu'il faudra surveiller régulièrement par endoscopie ces patients. Donc bien leur conseiller de revenir régulièrement voir leur urologue tous les 6 mois, puis au bout d'un certain temps tous les ans, pour faire cette endoscopie. Pour les tumeurs de vessie qui envahissent le muscle, alors là on est dans une configuration complètement différente. On aura probablement une indication de chimiothérapie si la tumeur peut être extirpable, puis de la chirurgie, c'est vraiment le standard. On peut discuter dans des cas exceptionnels une radiothérapie complémentaire à une chimiothérapie, j'ai mis exclusive, mais je veux dire une radiothérapie sans chirurgie. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le standard. Et puis, si on a une tumeur métastatique, là, on ne parle plus de chirurgie obligatoire, on la fera en revanche si les patients ont une évolution locale, s'ils sont très symptomatiques. Et puis, la grande actualité, c'est le rôle de l'immunothérapie, même si pour l'instant, ce rôle de l'immunothérapie reste questionné, puisqu'on n'a pas encore de preuves formelles de cet intérêt de l'immunothérapie. En tout cas, il y a énormément de protocoles sur les 2 catégories de tumeurs, à la fois celles qui envahissent le muscle, celles qui n'envahissent pas le muscle. Je vous remercie de votre attention.